Un an et demi après le début de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel, le gouvernement tire un bilan satisfaisant. Plus de 60 milliards de francs CFA ont été investis dans le cadre de ce programme, un programme qui sera étendu à d'autres régions. Quelles sont ces régions et quelles sont les raisons d'une telle décision? La réponse à suivre dans quelques instants. Elles sont très suivies sur les chaînes de radio et de télévision. Les émissions interactives sont un cadre d'expression qui forge l'opinion et qui peuvent jouer négativement sur la paix et la cohésion sociale. Le Conseil supérieur de la communication invite les animateurs de ces émissions au professionnalisme. Dans l'actualité également, le musée de Manéga sera bientôt plus accessible pour les visiteurs. Le ministère des Infrastructures lance les travaux de bitumage de la voie menant à ce site touristique. L'ouvrage coûtera au budget de l'État plus d'1 milliard de francs CFA. Et puis à l'étranger, l'Union africaine sort de sa réserve concernant la présidentielle en RDC. Lui demande la suspension de la proclamation des résultats définitifs, une demande à laquelle le gouvernement congolais refuse de se plier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, ce communiqué de la présidence du Faso. Le Premier ministre Paul Kabatieba a présenté dans l'après-midi de ce vendredi 18 janvier 2019 sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Le président du Faso a accepté la démission du Premier ministre ainsi que celle des membres du gouvernement. Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré exprime toute sa reconnaissance au Premier ministre Paul Kabatieba et à l'ensemble des ministres pour leur engagement au service de la nation. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Dans la suite de ce journal, sachez que le président du Faso a reçu ce matin le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Au menu de l'entretien, la sécurité et le développement dans le G5 Sahel. Rappelons que le Burkina Faso accueille très prochainement la présidence de cette organisation. Le point de l'audience avec Idrissa Warga et Pascal Kani. Le Burkina Faso accueille bientôt la présidence du G5 Sahel, une présidence que l'Union européenne veut voir très active dans la mise en œuvre des actions programmées. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel est venu parler au président du Faso de la contribution de l'Union européenne dans la réalisation de ce programme établi à Nouakchott, en Mauritanie. Nous avons abordé tous les sujets sur cette présidence avec réitération de l'appui de l'Union européenne sous son leadership, et j'ai pu annoncer justement une des mesures que son Excellence le Président avait proposées, qui a été acceptée, c'est de faire une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères, du G5 et de l'Union européenne le 18 mars. Ça va avoir lieu le 18 mars à Bruxelles, et c'est une initiative, comme je dis, du Président de la République qui a été acceptée, ce qui démontre son leadership et justement sa volonté de bien mettre en œuvre tout ce qui a été fait dans les deux secteurs fondamentaux, le secteur de la sécurité et le secteur du développement. Même si l'on a l'impression que le G5 Sahel peine à voir le jour, le représentant spécial de l'Union européenne est confiant. Beaucoup de progrès sont enregistrés selon les diplomates. Il insiste plutôt sur le volet développement du programme. Je dis toujours que créer une armée, les 5 pays peut-être parmi les plus pauvres du monde ont décidé de faire une œuvre extraordinaire, c'est de créer une force conjointe. Et il est admirable, et je le répète partout, que ces 5 pays ont réussi à peine 3 ans où on en est aujourd'hui. C'est pratiquement historique cela. Et bien sûr, il y a des problèmes de mise en marche, mais la vitesse dans laquelle ça a été adopté est quand même assez admirable. Après Ouagadougou, le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel se rendra à Niamey au Niger, toujours dans le but d'expliquer la contribution de l'Union européenne dans la mise en œuvre du G5 Sahel. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement dresse un bilan satisfaisant du programme d'urgence pour le Sahel adopté en 2017. Avec plus de 60 milliards de francs CFA déjà injectés dans ce programme, et ce programme donc aura permis de réduire la vulnérabilité des populations du Sahel. Et on apprend ce soir que ce programme sera étendu à d'autres régions du Burkina. Des détails avec Lassina Ouattara et Draman Guinée. À cette deuxième session d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel+, les recommandations sont fortes. En 2019,
le gouvernement décide de l'extension du PUS, le programme à grande réalisation socio-économique, à d'autres régions. Des régions dont la sécurité est mise à rude épreuve. Le Conseil a instruit que nous puissions donc travailler à une extension du programme d'urgence dans les régions de l'Est, de la Boucle du Moun et dans la région donc, du centre-Est. La deuxième résolution qui est très importante, c'est que nous puissions en tout cas continuer à la mobilisation des ressources auprès des partenaires pour pouvoir donc permettre donc la mise en route donc de cette résolution. 154 milliards 920 millions de francs CFA sont alloués depuis 2017 au Sahel en réponse à la vulnérabilité des populations et à la dégradation du climat sécuritaire dans la région. 3 semestres plus tard, le bilan parle d'une soixantaine de milliards déjà injectés et plus de 100 milliards à mobiliser auprès des partenaires. Nous nous sommes rendus donc à plus de 50% de taux de réalisation qui nous donne quand même des lieux d'espoir si nous regardons donc le contexte dans lequel nous s'est mis en œuvre le programme cette année. Le programme a été exécuté cette année dans un contexte sécuritaire assez difficile que nous tous nous connaissons, mais aussi dans un contexte aussi de ressources financières quand même compliquées. Et nous avons malgré tout ça pu obtenir des résultats dans toutes les composantes, notamment la composante socio-économie, la composante gouvernance locale et la composante sécurité et défense publique. L'extension du programme aux régions du centre-est, de l'Est et de la boucle du Mhoun commande des ressources supplémentaires. C'est la future mission du Conseil d'orientation, planifier les besoins afin de dresser un budget conséquent pour ces 3 régions. Comment assurer le respect des droits de l'homme dans le contexte d'état d'urgence, une mesure sécuritaire récemment instaurée dans certaines localités du Burkina Faso? La question était au menu des échanges tenus ce vendredi entre le président de l'Assemblée nationale et le sous-secrétaire des droits de l'homme des Nations Unies. Celui-ci est sorti de cette audience rassuré quant au respect des droits de l'homme malgré l'instauration de l'état d'urgence. Moussa Ouedraogo et Mounira Akeri. Présent dans la sous-région ouest-africaine dans le cadre du G5 Sahel, le sous-secrétaire des droits de l'homme des Nations Unies fait une halte à l'Assemblée nationale. Plusieurs sujets étaient au menu. Andrew Gilmour et Alassane Balaza Kandé ont cependant insisté sur le respect des droits de l'homme, surtout dans le contexte de l'état d'urgence décrété par l'État burkinabé et prorogé par l'Assemblée nationale. J'étais très encouragé par ces réponses. Je sais qu'il est absolument convaincu du fait qu'on ne peut pas gagner la lutte contre le terrorisme si on ne gagne pas le cœur et l'esprit des populations concernées. Et ça, c'est aussi les mots de notre secrétaire général des Nations Unies. Et pour nous, ça, c'est la clé. Le cas de Yirgou n'est pas passé sous silence. Les sous-secrétaires des droits de l'homme des Nations Unies souhaitent que les responsabilités soient situées. Il faut absolument faire le suivi. Il faut faire des procédures juridiques pour trouver ceux qui étaient responsables pour des terribles exactions. Des avancées sont néanmoins enregistrées en matière de respect des droits de l'homme au Burkina, selon le sous-secrétaire des droits de l'homme des Nations Unies, qui se satisfait par exemple de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi qui abolit la peine de mort au Burkina. Et nous restons à l'Assemblée nationale pour dire que l'institution veut se doter des nouveaux plans de communication. C'est une nouvelle dynamique pour améliorer la communication interne et externe de l'Assemblée nationale. Un document provisoire y relatif a été soumis ce vendredi à l'appréciation des députés. On en sait plus avec Pascal Kané. L'Assemblée nationale veut améliorer sa façon de communiquer avec les populations. Malgré les efforts d'explication de certains députés, leur travail reste méconnu de ceux qui sont censés représenter. La mise en œuvre de ce plan de communication en cours d'élaboration devrait permettre aux députés de mieux communiquer à l'interne mais aussi avec les populations. Un plan qui a pour spécificité qu'il est sensible au genre. Il y a la prise en compte du genre dans ces questions-là. Il ne s'agit pas donc de développer une communication qui soit adressée, juste ciblée sur certaines personnes et pas d'autres. Et ça veut dire donc que cette communication-là va permettre de prendre en compte tout le monde au regard donc de l'orientation genre que cette communication va donner. Les institutions sont là
pour servir les intérêts effectivement des populations et il n'y a pas de raison que les institutions s'enferment effectivement dans des systèmes administratifs en ignorant exactement ce qui se passe sur le terrain et les réactions éventuelles effectivement des populations par rapport à leur travail. Le plan de communication est ici exposé par l'expert à l'intention des députés et des communicateurs de l'Assemblée nationale. Déjà, certains participants à l'atelier pensent qu'il viendra combler un grand vide en matière de communication. Quand on parle de démocratie, c'est vraiment le dialogue, surtout l'écoute entre parlementaires et représentés qui sont les populations. Donc cette étude est née du diagnostic fait lors de l'élaboration du plan stratégique qui a révélé vraiment cette faiblesse. Voilà. Donc une faible connaissance des citoyens quant au travail fait au niveau de l'Assemblée nationale. Donc en tout cas le centre parlementaire a jugé vraiment important de pouvoir accompagner l'Assemblée nationale et dans l'élaboration de cet outil pour mieux en tout cas assurer leur communication en direction des citoyens. Il est attendu des députés et communicateurs des critiques et des suggestions pour la version finale du document. Et puisqu'on parle de communication, celle qui se passe à travers les émissions interactives retiennent l'attention ces derniers temps au Burkina Faso. On le sait, ces espaces de libre expression peuvent impacter négativement sur la paix et la cohésion sociale. Ce 18 janvier, le Conseil supérieur de la communication a convié les animateurs des émissions interactives pour des échanges sur la nécessité de jouer à l'apaisement durant ces émissions. Le point avec Amadou Ilboudo et Sanoua Christine Koulibaly. C'est une rencontre voulue par le CSC, le Conseil supérieur de la communication, pour reconnaître le mérite des animateurs et promoteurs d'émissions interactives, saluer leur participation à l'enracinement de la démocratie, mais aussi et surtout les interpeller à plus de vigilance pour la sauvegarde de la paix et la cohésion sociale durement éprouvée ces derniers temps. Il s'agissait surtout que nous voyons ensemble comment continuer à offrir une tribune d'expression directe aux citoyens burkinabés sans pour autant permettre aux uns et aux autres de se livrer à des messages qui ne cadrent pas avec la cohésion nationale. Notre pays fait face à des difficultés sécuritaires. Ce qui est important, c'est la contribution que chacun peut apporter pour l'édification d'un état de droit, mais surtout pour la cohésion et l'unité nationale. Saisissant la balle au bond, les animateurs et promoteurs d'émissions interactives ont partagé avec le CSC leurs préoccupations. Alors, ce sont des échanges très fructueux. Ils nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant les émissions interactives. Malgré le fait qu'on veut libéraliser la parole, il ne faudrait pas que les gens en abusent. Parce que derrière cette volonté de donner la parole à tous les citoyens, il y a des individus d'intentions douteuses qui peuvent utiliser ce canal-là ou envoyer d'ici des propos à travers nos médias qui vont s'aimer la zizanie, qui vont paniquer et diviser la population. Satisfaction donc de part et d'autre, et les deux parties se sont donné rendez-vous les semaines et mois à venir pour échanger sur d'autres pans de la liberté de la presse au Burkina Faso. Et puis cette brève avant de poursuivre concernant la situation à Orodara dans le Kénédougou, on apprend que les échauffourées ont repris ce soir entre forces de l'ordre et population. Une situation consécutive aux événements d'hier dans lesquels un homme a trouvé la mort. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour contenir les manifestants. Autre titre de l'actualité, c'est l'un des musées les plus riches du Burkina Faso et même de l'Afrique au regard de la valeur des objets qui y sont exposés. Nous parlons du musée de Manéga, situé dans la région du plateau central et malheureusement difficile d'accès. Désormais, ce sera un mauvais souvenir puisque ce matin, le ministre des Infrastructures a lancé les travaux de bitumage de cette voie. Rasmani Zoundi et Zubavier David Dabiri. Le ministre Éric Boukouma, conducteur de bulldozer le temps d'une matinée, et c'est le lancement du projet de bitumage de la voie d'accès au musée de Manéga. Longue d'environ 4,5 km, l'infrastructure va coûter plus d'1 milliard de francs CFA au budget de l'État. Elle devrait, selon le ministre, faciliter l'accès à ce musée, considéré comme l'un des sanctuaires de la culture burkinabé et constitué
une opportunité de développement local. C'est une route qui a été attendue et longtemps attendue, je cite le maire de Manega, et je crois que le bitumage de cette voie d'accès au musée de Manega est un symbole fort, non seulement de la poursuite du désenclavement de notre pays, désenclavement des zones de production, désenclavement des centres socio-économiques de base, désenclavement des marchés, désenclavement des sites touristiques, mais aussi un symbole fort qui montre que le Burkina Faso reste un pays ouvert, un pays riche dans sa culture, un pays à visiter. Le lancement de ces travaux est intervenu sous le regard de maître Frédéric Titenga Passiri. Le fondateur du musée de Manega salue le geste du gouvernement qui, sans doute, précise-t-il, viendra donner plus de visibilité à son trésor culturel et booster le tourisme dans la localité. L'occasion faisant le larron, il invite les Burkinabés à s'approprier le symbole et les valeurs de cet espace culturel en y faisant un tour. Le délai d'exécution de l'infrastructure est de 8 mois. En actualité, dans le domaine de la santé, nous parlons du plan stratégique 2016-2020 de lutte contre le paludisme. Le comité de pilotage s'est réuni à Ouagadougou pour évaluer la mise en œuvre de ce plan. Et en termes de bilan, il ressort que grâce à cette politique sanitaire, 500 000 cas de paludisme ont été évités en 2017 au Burkina Faso. Issa Kafando, Nathalie Sawargo, Nabaloum. Environ 500 000 cas de paludisme évités et également une réduction d'environ 500 cas de décès pour l'année 2017-2018. Ces résultats sont du Comité national de pilotage de la mise en œuvre de la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Le plan stratégique est mis en œuvre avec, comme vous le constatez, beaucoup d'interventions. Nous avons la chimio-prévention du paludisme qui est bien mise en œuvre au Burkina Faso. Nous avons des stratégies de prise en charge dans les formations sanitaires. Globalement, nous avons des stratégies de prévention et de prise en charge. Donc, vous avez également la pulvérisation intradomiciliaire, qui est une stratégie qui a été mise en œuvre en réseau pilote en 3 districts. Et aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits. La tendance est satisfaisante, certes, mais des difficultés subsistent. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est d'abord pouvoir mobiliser les ressources pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. L'autre aspect, c'est le paludisme, comme vous l'avez constaté, elle est multisectorielle. La question de la multisectorialité, et je pense que cette rencontre, comme vous l'avez constaté, tous les départements ministériels qui sont impliqués sont représentés. Et nous pensons que des conclusions de cette rencontre, nous pouvons en tout cas revoir notre plan stratégique. Les membres du comité vont examiner les résultats de la stratégie de mise en œuvre de la lutte contre le paludisme au Burkina Faso, formuler des recommandations pour permettre l'amélioration des interventions afin d'atteindre les résultats attendus pour 2020, celui de l'élimination totale du paludisme au Burkina Faso. L'eau est source de vie, mais elle est également source de conflits, d'où la nécessité d'une bonne gestion de cette denrée. Et c'est la principale préoccupation au cœur de la rencontre organisée à Koudougou par le Conseil national de l'eau. Il est attendu de cette rencontre la validation d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Oscar Soulama et Tanga Kafando. Il est attendu de cette rencontre la validation d'un schéma directeur d'aménagement. À l'ordre du jour, la validation du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau de l'espace de compétences du NACAB. Un document qui doit contribuer à l'amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau au profit de tous les acteurs. Le problème de gestion, c'est qu'il manque une coordination. Avec donc l'accroissement des besoins, il y a lieu justement qu'on passe à une utilisation efficiente. Donc on limite les gaspillages, les utilisations inutiles, afin que la ressources en eau dont nous disposons, qui n'est pas extensible, puisse suffire à couvrir tous les besoins. Donc ce cadre de concertation, c'est qu'effectivement, à l'échelle d'un espace, puisse s'entendre sur comment l'eau va être utilisée et par qui de façon efficiente. Dans notre pays, les ressources en eau se raréfient. Alors, vous avez remarqué qu'il y a pas mal de barrages qui s'assèchent et donc il est important que cette ressource qui est très importante dans toute activité puisse être préservée.
Alors, donc c'est en cela que moi, personnellement, je salue la tenue de cette 34e session et je souhaite que les travaux soient en tout cas très fructueux pour une meilleure gestion de l'eau dans notre pays. Créé en 2001, le Conseil national de l'eau est une instance consultative qui participe à la définition des objectifs généraux et des orientations de la politique nationale de l'eau tendant à réaliser une gestion durable de l'eau et de l'assainissement. Un tirage au sort pour catégoriser les zones d'intervention du projet sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique à l'est du Burkina. C'est la méthode utilisée par les responsables de ce projet qui ambitionne de mettre fin au mariage d'enfants. Le tirage au sort s'est tenu en début de semaine à Fada. Le compte-rendu de Alassane Kendrebego et Chantal Ouedraogo. 72%, c'est le taux de prévalence du mariage des enfants enregistré dans la région de l'Est. Une situation alarmante qui a conduit le ministère en charge de la femme et ses partenaires à mettre en œuvre le projet Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Cet atelier de FADA vise à faire un tirage au sort des villages devant bénéficier des activités du projet appelées zones de traitement et les zones de contrôle, c'est-à-dire sans aucune intervention. Ce système permettra aux acteurs d'identifier la meilleure formule pour lutter efficacement contre le mariage précoce. Ces 72 villages ont été subdivisés en 4 villages. Il y a le premier groupe qu'on considère comme le groupe contrôle. Eux, ils ne recevront pas d'intervention. Le deuxième groupe va recevoir seulement les espaces sûrs. Le troisième groupe va recevoir les espaces sûrs plus la formation en entrepreneuriat. Et le quatrième groupe va recevoir les espaces sûrs, la formation en entrepreneuriat et un appui financier pour mener des activités génératrices de revenus. Expliquer aux populations quel est le procédé qui a été utilisé pour que leur village soit retenu comme zone de traitement ou comme zone de contrôle. Il y aura encore d'autres étapes parce qu'il y a une évaluation qui va se faire et il faut que tous les villages puissent effectivement participer à l'enquête qui sera menée pour évaluer l'impact. Autorités et leaders des communautés concernées saluent la transparence du processus et s'engagent à accompagner la mise en œuvre des activités. Le sous-projet Soukabe Relais ou lutte contre le mariage d'enfants est exécuté dans 5 régions du Burkina par l'ONG ASMAD. Il bénéficie de l'appui de la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies pour la population. Retour à Ouagadougou où la municipalité organise la foire des associations du 18 au 20 janvier 2019. C'est un cadre d'expression et de partage d'expériences offert à ces associations qui exposent leur savoir-faire. L'événement se déroule dans l'enceinte de la médiathèque municipale de Ouagadougou. Jean-Hugues Bayala, Estelle Judith Assorba. La foire communale des associations ouvre ses portes dans l'enceinte de la médiathèque municipale de Ouagadougou. Placée sous le thème « Place et rôle des associations dans la mise en œuvre du mandat 2016-2021 du conseil municipal », cette première édition, au dire des organisateurs, est une invite au monde des associations à accompagner la municipalité dans la mise en œuvre de son programme de développement. Dans notre programme de mandat, nous avons mis la participation citoyenne au cœur de notre préoccupation. Donc nous avons pensé que cette activité pouvait permettre de donner un espace aux différentes associations de la ville qui vont pouvoir se côtoyer et rivaliser sur les domaines de compétences de chacun d'eux et pouvoir, n'est-ce pas, participer au développement de notre ville. Pendant 48 heures, la cinquantaine d'associations qui prend part à cette manifestation pourra faire découvrir la richesse et la diversité de ses produits et services aux populations. En faisant le tour des stands tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'associations qui font de la sensibilisation, qui font de la formation, mais si nous ne leur donnons pas un espace pour s'exprimer, la population ne nous saurait jamais. Les associations qui se seront distinguées de par la qualité de leurs produits et services seront primées. Elles recevront des prix d'une valeur allant de 100 000 à 300 000 francs CFA. Les primes d'encouragement seront également décernées à toutes les associations participantes. Pour le maire Arma Bewende, c'est une première et son souhait est que l'activité se pérennise dans l'avenir.
Actualité à l'étranger, l'Union africaine sort de son silence et demande une suspension de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle en République démocratique du Congo. L'UA veut ainsi s'assurer de la transparence dans le déroulement de cette élection, mais les doutes de l'Union africaine sont mal accueillis par le gouvernement congolais. Les élections en RDC au centre d'une rencontre des dirigeants du continent à Addis Abeba en Éthiopie, alors que les regards des Congolais restent tournés vers la Cour constitutionnelle qui devra confirmer ou invalider la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre, l'Union africaine a déjà remis en cause la crédibilité des résultats publiés par la CENI. Même si jusqu'ici la situation sur le terrain reste fort heureusement globalement calme, il n'en reste pas moins qu'elle demeure hautement préoccupante. Pour parler franchement, des sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent et ne cessent de hanter les esprits des Congolais et de leurs frères et amis de par le monde. La Commission électorale nationale indépendante a déclaré vainqueur Félix Tshisekedi avec un peu plus de 38% de voix contre 34% pour Martin Fayulu qui a fait appel. En Colombie, une voiture piégée a fait 21 morts à Bogota. L'attentat qui a visé une école de police a fait également près de 70 blessés. C'est l'attaque la plus meurtrière que la Colombie a subie depuis 2003. La Colombie renoue avec le terrorisme. Un puissant attentat à la voiture piégée a dévasté la principale école de police du pays, installée dans le sud de la capitale, Bogota. Le bilan des victimes qui s'est déjà alourdi et reste provisoire est de 21 morts et 68 blessés. La capitale colombienne n'avait pas connu une attaque aussi sanglante depuis une quinzaine d'années. Le président Ivan Duque a aussitôt décrété 3 jours de deuil national. C'est une attaque non seulement contre les jeunes, les forces de sécurité, la police, c'est une attaque contre notre société. Cet acte terroriste démentiel ne restera pas impuni. L'auteur de l'attentat a déjà été identifié. C'est un Colombien qui aurait bénéficié de complicité. Il est mort dans l'explosion de sa camionnette bourrée de 80 kg de pentolite. Alors est-il lié au milieu du narcotrafic qui reste très puissant en Colombie ou à la dernière guérilla qui garde un pouvoir de nuisance dans le pays, l'armée de libération nationale? La deuxième hypothèse paraît la plus probable. Avant de clore cette édition, je reprends pour vous ce communiqué de la présidence du Faso. Le Premier ministre, M. Paul Kabatseba, a présenté dans l'après-midi de ce vendredi 18 janvier 2019 sa démission, ainsi que celle de son gouvernement au président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Le président du Faso a accepté la démission du Premier ministre, ainsi que celle des membres du gouvernement. Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré exprime toute sa reconnaissance au Premier ministre Paul Kabatseba et à l'ensemble des ministres pour leur engagement au service de la nation. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Et c'est la fin de cette édition. À suivre à 21h, le magazine des sports avec Jérôme Tiendrebego. Le journal de 22h30 vous sera présenté par Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV.